Dezbaterea se va desfășura în limba română, în limba franceză. Dar înțelegerea cu intervenienții noștri este că, din când în când, dacă o doresc, pot să vorbească și românește. Așa că vă rog pentru cei care au nevoie să luați căști. Je vous remercie infiniment pour votre présence à cette nuit des idées. Faites des savoirs qui se déroulent en ce moment même sur 5 continents et 70 pays dans lesquels il existe un institut français. Merci beaucoup, Madame l'ambassadrice, pour votre présence. La culture, le débat d'idées vous tiennent à cœur. Ce sont des mots que vous prononcez régulièrement dans vos discours et nous vous en remercions. Nous vous remercions d'autant plus que vous serez obligé de partir au bout d'une heure, donc nous le savons. Je dois vous prévenir également que nous avons perdu Mircea Dumitrescu en cours de route. Il a été enlevé par les Français. Ils l'ont retenu jusqu'à il y a une heure. Il a atterri avec du retard, donc il ne pourra pas être avec nous. Mai 68, une année et un mois clés autour desquels nous allons vous proposer plusieurs programmes au cours de l'année, des pièces de théâtre, des débats d'idées, des cycles de films. 1968, une année très chaude en Europe et dans le monde, très chaude dès le printemps, et le taux de CO2 dans l'atmosphère n'y était pas pour grand-chose. Commentant la situation de Paris, le général de Gaulle dira « La situation était inanalysable », ce qui était sans doute la meilleure des analyses possibles. Il est vrai qu'entre les pères et les fils, la guerre au Vietnam, le printemps de Prague, entre les anarchistes et les maoïstes à Paris, entre les étudiants dans les rues et les ouvriers en grève en France, pas facile de s'y retrouver. Et même à Bucarest, avec Nicolae Ceausescu, seuls des dirigeants des pays frères à s'opposer en vain à l'invasion de la Tchécoslovaquie. Ceausescu qui refuse d'y participer, galvanise les Roumains et les réunit autour de lui sous les vivates des Occidentaux. Inanalysable, et quand plus personne ne comprend plus rien, surgissent tous les malentendus. Donc, sujet de ce soir, les malentendus, le malentendu. Avec 50 ans de recul, on doit pouvoir commencer à y voir un petit peu plus clair. Je passe le micro donc à Andrei Tsarina, modérateur pas modéré ce soir de cette table ronde, sans oublier de signifier notre gratitude et remercier les intervenants pour avoir accepté que ce débat se déroule en français, sachant que vous êtes libre, bien évidemment, de choisir le roumain si une idée est trop compliquée à émettre en français. Merci infiniment. Merci. Ça va? Ça marche? Ok. Merci Nana Petrescu et merci à vous tous d'être là ce soir quand on commence en effet qu'est-ce que j'espère que serait toute une série de débats, de discussions et de questionnements sur les thèmes de l'année 1968. En fait, dans un sens, la 50e anniversaire d'une époque qui était sous le signe de « Soyez réaliste, demandez l'impossible ». Et c'est ce qu'on va essayer ce soir, ensemble avec nos invités, de débattre un nombre immense de thèmes qui faisaient l'objet des attentes, des rêves, des idéologies et des débats il y a 50 ans, à Paris comme à Bucarest, peut-être un peu plus à Paris qu'à Bucarest, mais dans des contextes très spécifiques qu'on va essayer de partager dans un mélange de mémoire personnelle, des questionnements sur cette signification aujourd'hui de tous ces événements et de leurs conséquences, mais aussi de regarder en quel contexte
les thèmes de mai 68, mais de l'année 68, sont toujours présentes dans nos vies politiques, mais aussi dans les relations entre des générations, d'entre hommes et femmes, d'entre les sociétés d'Europe, dans la vie quotidienne, au travail ou dans le monde des idées. On est gâtés, même sans notre ami Mircea Dumitru, que pour un instant je pensais qu'elle était retenue par ses étudiants dans une réplique de 2018 à 68, mais on a quand même un nombre des intervenantes qui sont vraiment en mesure de présenter qu'est-ce que j'espère serait un débat et pas juste des discours indépendants. Et avec ça, je me permets de présenter Lydia Bodia, qui est directrice générale des éditions Humanitas, directeur en philologie, poétique et stylistique. Et je commence avec vous sur une question de mémoire. Mai 68 et l'année 68 reste quand même l'année qui a marqué l'Europe après la fin de Deuxième Guerre mondiale, une longue période de paix dans le sens sans guerre en Europe jusqu'aux guerres qui ont suivi la dissolution de l'ancienne Yougoslavie, mais qui reste quand même une période de paix. Il y a quand même des guerres intérieures dans l'individu et dans les sociétés où des débats sur des thèmes fondamentaux se retrouvent en quelque chose qui ressemble à un clivage absolu. Et on parle souvent de ce clivage entre Camus et Sartre, tous les deux partageant l'idée et l'idéal de la liberté, mais qui sont en conflit pérenne jusqu'à aujourd'hui sur le thème de à quel point on doit s'arrêter de demander en justice absolue, si ça c'est possible, entre un régime communiste dans la Roumanie des années 68, où la promission c'était d'une société idéale où la justice absolue est possible, et la société libérale dans le monde de Général de Gaulle, président de France, et de l'Occident en général. On avait ce débat des sociétés où on se posait vraiment la question de cet équilibre entre liberté et justice. En quelle façon est-ce que ce débat est ressenti dans la société roumaine après 68? En quelle façon, même dans les conditions très strictes et très limitées du régime totalitaire, une discussion sur ce thème était encore possible? Merci d'avoir pensé à moi. Je trouve ma position un peu ingrate parce que je n'ai pas de mémoire. Ah oui, évidemment. Ça, on n'entend pas. Sinon, est-ce que je peux utiliser ce... Ah oui, je pense que c'est plus facile. Ouais. C'est un peu agressif, comme ça. Si vous me demandez si je dois choisir entre Sartre et Raymond Aron, je vais choisir Raymond Aron, bien sûr. Puis, une chose que je dois dire dès le début, et j'imagine que tous vos invités seront d'accord, on ne peut pas comparer jusqu'au bout mai 68 en France et 68 en Roumanie. Évidemment, il n'y a pas de points communs. Donc, à vrai dire, je ne trouve pas une réponse à votre question. Évidemment, il y a une vague, peut-être, les informations, ça circulait assez difficile. À l'époque, on peut supposer que tout le monde savait qu'il y a quelque chose qui se passe en France, mais c'était
j'imagine, encore une fois, je ne suis pas le témoin de l'époque, mais j'imagine que pour quelqu'un qui vivait le communisme, qui avait le souvenir des années 50, des années très dures, meurtrières, on va dire, ce que se passait à Paris pouvait passer pour quelque chose de semblable avec la Roumanie. D'ailleurs, j'imagine que c'est, j'en suis sûre, c'est Kundera qui a tranché très bien cette comparaison. Il l'a tranché une fois pour toutes dans ses romans et dans ses discours. Il y a une partie du cinéma qui sort de l'ancienne Tchécoslovaquie qui reprend ces idées, qui reprend cette atmosphère et le fait d'une façon qui parlait pas nécessairement dans des mots, mais souvent dans des relations, dans des positionnements des individus, de la famille, des couples envers le pouvoir ou l'État qui jouait ce rôle d'arbitre en créant cet espace de liberté. Évidemment très conditionné en Europe de l'Est, et d'une justice qui était jamais parfaite, surtout sur la dictature. Mais je me penche vers André Korner avec une question aussi vis-à-vis de la mémoire. Comme vous êtes né en 52, vous étiez assez jeune dans la période, mais quand même, c'est une période où vous devenez consciente des réalités politiques, économiques, etc., d'une société qui était la vôtre. Dans une famille des intellectuels, et je n'ai pas de doute que ça faisait l'objet des discussions chez vous. C'est quoi la mémoire la plus poignante, la plus spécifique de 68 pour vous? Il y a peut-être deux choses qui m'ont influencé. Alors, premièrement, c'était des discussions qui avaient eu lieu à propos du printemps de Prague. On pouvait suivre les débats de là-bas, même parmi même dans certains journaux littéraires, surtout les journaux littéraires de Bucarest, de Roumanie, et même la Roumanie libérale publiait certains articles assez informels sur la situation de là-bas. Ensuite, il y avait l'Europe libre, la radio bien connue. Mais, donc, on connaissait ce qui se passait, on suivait de près, et on espérait que ça va durer. Mais il y avait des doutes déjà, il y avait des doutes. On sentait, on voyait les nuages s'approchant. Ensuite, bon, il y a eu le fameux discours de Ceausescu. Je n'étais pas, je fais une confidence, je n'étais pas en Roumanie là, à ce moment-là. J'étais en Suisse. J'étais avec dans une excursion avec ma grand-mère chez des amis, et je me trouvais à Lausanne, dans la gare de Lausanne. Lorsque j'ai vu les journaux titrant quelque chose comme ça, l'Union soviétique a envahi la Tchécoslovaquie, quelque chose comme ça, je ne me rappelle pas exactement les mots, mais c'était là. Bon, on savait et on craignait une invasion similaire en Roumanie. Les mois qui ont suivi tout ça, qui ont suivi, on savait qu'il y a eu des concentrations militaires, qu'il y a eu des manœuvres. Je ne sais pas, absolument pas, si une invasion était envisagée par les Russes, par les Soviétiques, ou si c'était seulement disons, une spéculation de la part humaine pour attirer l'attention. Mais ce qui est sûr, et tout le monde doit le reconnaître, ça a été l'heure majeure, l'heure astrale de Nicolae Ceausescu. C'est alors qu'il a eu son premier grand succès et son dernier grand succès.
le succès qu'il a voulu répéter en Décembre. décembre 89. Il s'est adressé au peuple roumain, à la nation, sur ce balcon célèbre, et il a dit ce que tout le monde voulait et espérait. Mais on a vu ça, il y a eu malentendu et il y a eu mensonge. Malentendu de la part de la société, qui espérait voir une libéralisation, qui espérait voir un adoucissement du régime, en tout cas ne voulait pas voir le régime faire volte-face, ce qu'il a fait. Et il y a eu mensonge de la part du régime, parce que finalement, c'était ça, disons, le prix de l'indépendance. Le prix de l'indépendance, c'était l'assujettissement intérieur. Renoncer à toute liberté, à tout débat, à toute discussion sérieuse, et faire volte-face, faire une néo-stalinisation. C'est alors que le culte de la personnalité de Ceausescu a démarré, ou peut-être s'est envolé. C'est alors que sa prise du pouvoir est devenue totale. Et c'est alors que tous les gaffes, les stupidités, les mensonges du régime Ceausescu se sont affirmés pour la première fois. Merci. Mircea Vasilescu, je m'adresse premièrement aux journalistes ou éditeurs en chef plutôt que philologues ou critiques littéraires, mais aussi aux jeunes que vous étiez dans l'année 68. Et je reviens sur cette question de mémoire, donnant que 68 avait toute une série des événements. Il y avait premièrement cette fameuse visite du président de Gaulle en Roumanie de Ceausescu, qui était une de ces étapes que peut-être le régime a eu besoin pour légitimer tous les pas qui suivent. Après le discours évoqué tout à l'heure de Ceausescu en août, à l'occasion de l'invasion de Tchécoslovaquie par, pas juste l'Union soviétique, mais le pacte de Varsovie, par tous les autres pays communistes de bloc de l'Est, sauf la Roumanie et la Yougoslavie, qui n'étaient pas membres du pacte de Varsovie, ça veut dire sauf la Roumanie. Et dans ce contexte, on arrive à qu'est-ce qu'a suivi au niveau relations internationales, ouverture apparente intérieure, y compris dans l'espace des idées, avec la visite après d'un président américain, et en même temps avec cette fermeture de tuyau des idées, de liberté de conscience, de liberté de publication, retourne à quelque chose qui était plutôt au Corée du Nord que mai 68. Oui, ce qu'on appelle les thèses de juillet. Des élèves de oui. Oui. 71. Je vais vous raconter 3 souvenirs de l'époque qui coïncident à propos de ma qualité de journaliste et de passionné des médias. J'ai eu toujours cette passion de suivre les médias. Bon, ces souvenirs coïncident avec mon début en tant que téléspectateur. Mon premier souvenir en absolu, c'est la mort de Gheorghe Uteș. J'avais 5 ans. Et j'ai vu à la télévision toute la cérémonie. Mais en 68, j'avais 8 ans. Et je me rappelle que De Gaulle était en Roumanie, les adultes parlaient autour de moi de cette visite. Et je dois préciser que mon père était photographe et le milieu social était un de meseriași, meșteșugari, donc artisans. On ne parle pas des élites intellectuelles qui avaient une autre perspective sur cette visite. Mais
les gens parlaient comme d'un événement très important parce que De Gaulle n'était pas seulement le chef d'un État de l'Occident, mais c'était une légende. Mon père avait lutté dans la Deuxième Guerre mondiale, donc il connaissait directement ce qui s'est passé en 1944-1945. Bon. Donc, De Gaulle à Bucarest, il a dû interrompre sa visite et j'ai vu au téléjournal, à la télévision, le départ. Et je me souviens très bien, c'était le soir, et c'était une atmosphère un peu mystérieuse comme ça, compliquée, une tension. Bon. En août 68, j'ai vu à la télé le discours de Ceausescu. Et c'est pour la première fois que j'ai essayé de comprendre quelque chose. Ma conscience politique s'est réveillée. C'était la première fois que j'ai essayé de comprendre quelque chose et j'ai vu le chef de l'État romain. Et j'ai appris, voilà, c'est notre conducteur. Bon, je me souviens clairement, et l'éditeur et le philologue Lydia Baudard m'a confirmé, je me souviens qu'à un certain moment, il a dit ceux qui pensent que nous abandonnerons la voie du socialisme et que nous subirons, enfin, je ne repris pas exactement la citation, et que nous supporterons l'intervention d'autres États dans nos problèmes internes, ils ont besoin d'une camisole de force, ils sont fous. Et maintenant, je peux dire que c'était l'acte de naissance du national-communisme. Oui, socialisme, mais non sans l'Union soviétique. Les gens autour de moi étaient très contents de ce discours. C'était un grand enthousiasme. 20 ans plus tard, j'ai parlé avec des intellectuels, des écrivains qui m'ont raconté que vraiment, quelques-uns sont allés s'inscrire dans le Parti communiste, que Ceausescu était dans une très bonne relation dans cette période avec les intellectuels. Il avait un petit groupe d'intellectuels qu'il consultait sur des questions d'économie, de sociale, etc. Bon, et comme ça, dans ma tête d'enfant, a commencé à apparaître cette idée, bon, c'est notre chef d'État, c'est un homme bon. Tout le monde disait qu'il est bon. 72, mai 72, toujours mai, la visite de Fidel Castro à Bucarest, une grande visite, et je suis de Ploiești. Mon école était près de la chaussée qui allait vers Sinaia, Castelul Peles, où Ceausescu allait avec les grands chefs d'État, enfin les personnes, les VIP de l'époque. Bon, Fidel Castro est venu à Ploiești pour visiter des usines, etc. Ma professeure de romain a dit, chers enfants, j'étais à l'école, chers enfants, le camarade Ceausescu visite notre ville, je vous propose d'aller ici, à 200 mètres, c'était la rue principale, pour le saluer. Nous sommes allés, mais tout le monde qui habitait là-bas, dans le quartier Ploiești Nord, est venu spontanément pour saluer les deux grands chefs communistes. Voilà. Donc, dans ma tête, l'idée que nous avons un bon chef d'État était confirmée. Bon, je vais finir avec cette hypothèse. Je pense que là, c'est le moment où, dans l'imaginaire romain, a commencé cette narration du Ceausescu qui est bon, qui est un leader, un chef d'État indépendant, qui est une espèce de dissident par rapport à l'Union soviétique, qui aime sa patrie, l'esprit national, etc., etc., etc.
Et bien sûr, après ça, nous avons appris que c'était cette narration était l'invention de la sécurité, d'une espèce de manipulation, et l'Occident a aidé à contribuer à cette narration, parce que nous le savons, Ceausescu a été invité par la reine d'Angleterre, par les présidents de la France, des États-Unis, etc., etc. Mais cette légende, cette narration du Ceausescu qui était bon, qui aimait sa patrie, etc., et le peuple, a une résistance fantastique, selon moi. Voilà. Mais parce qu'on discute des idées, est-ce que c'était juste un malentendu de la part du grand public, ou peut-être un piège des acolytes du régime, ou est-ce que c'était quelque chose de plus profond en effet, qui a des racines même dans les années 20 et 30, où l'idée de conducator, de Euronational et un certain, si on parle d'une phrase française, une certaine idée de la Roumanie qui était liée à un certain projet idéologique, est-ce que c'est revenu dans cette façon via le régime Ceausescu, plutôt que le régime communiste, mais implicitement allié? Et je me pose vers vous, Ioan Stanomir, avec peut-être deux questions. Un, adressé au professeur. Est-ce que un mai 68, plutôt que l'année 68, est envisageable dans un contexte académique roumain, un débat si vif, une effervescence d'idées, des positionnements, n'importe s'ils sont rationnels ou pas, s'ils sont émotionnels ou passionnels, mais tellement fortes. Et si oui, en quelle mesure? Sinon, pourquoi pas? Et la deuxième question, c'est sur ce thème, et j'aimerais que vous commenciez avec ça, ce thème de souverainisme évoqué par le régime Ceausescu, de l'indépendance dans la voie du communisme roumain, du socialisme roumain, de souverainisme, qui est une idée qui revient sur la scène politique européenne, pas juste en Roumanie, surtout en Europe centrale, et qui de nouveau, mais aussi dans des pays occidentaux, où ça revient comme une contre-valeur à un projet européen qui se présente comme une alternative aussi aux idées nationales, ou au modèle ethnocentriste, mais aussi à l'idée républicain dans un sens gaulliste. Merci. Je vais vous répondre pas en tant que professeur, mais en tant que citoyen. Donc pour moi, le plus important, c'est de voir ce qui se passe dans la société roumaine tant que nous parlons. Et nous avons une sorte de résistance civique qui est née. Et cette résistance est le signe très clair d'une conscience qui est vraiment avec nous. Et cette conscience est bâtie autour des valeurs, qui sont des valeurs très simples, elles sont des valeurs européennes, comme la dignité humaine, le bon gouvernement et l'état de droit. Donc, mon réponse n'est pas dans l'école, mon réponse est dans les rues, où je vois... Comme en 68. Mais je ne suis pas d'accord avec cette comparaison, car en mai 68, ce qui domine, ce sont les idéologies de l'utopie. C'est cette nouvelle gauche qui choisit pas Lénine mais Mao, tandis qu'en Roumanie, nous ne voyons pas des affiches avec Mao. Nous agitons les étendards de l'Union européenne. C'est une grande différence. Donc notre idéologie, c'est plutôt une idéologie libérale européenne et une idéologie essentiellement modérée en tant que politique. Et en ce qui concerne la souveraineté, le professeur Mircea Vasilescu a fait un point essentiel sur la naissance du mythe Nicolae Ceausescu. Mais Nicolae Ceausescu, c'est d'abord un communiste. Et pas seulement un communiste, mais un staliniste, qui a gardé dans toute sa carrière cette croyance dans la puissance du parti à décider la sorte de la société. Donc pour Nicolae Ceausescu, la défense de la souveraineté en 68 signifiait la défense de son pouvoir personnel, de son pouvoir de décider
et seulement lui, la sort de la Roumanie. Donc, s'il y a un malentendu, c'est un malentendu qui vient de ce